Bonsoir madame, bonsoir messieurs, soyez tous les bienvenus dans ce journal de la synergie des médias, les radios Inzamba, Agateakao, la radio publique africaine et la télévision Renaissance, ensemble pour parler du nouveau pouvoir exécutif. Il sera question de savoir si ce gouvernement inspire confiance. Nous reviendrons sur certaines figures de ce gouvernement, des personnalités qui sont citées dans différents crimes qui ont endeuillé le Burundi depuis 2015. Et quels sont les défis qui attendent ce nouveau gouvernement? Les réponses, c'est dans ce journal de la synergie des médias qui sera réalisé par Patrick Mitabaro et mis en onde par Emesteve Nyungeko, Fabrice Ndimurukundo et Jospin Ndouimana. À la présentation de ce journal de la synergie des médias, c'est Janvier Nina Hazoué et Jean-Georges Kibogola. Bienvenue, bonsoir à tous. Merci à Jean-Georges Kibogola. Le Burundi connaît un nouveau président depuis le 18 juin dernier, Évariste Ndayishimiye, tout comme son prédécesseur qui s'en prenait à la communauté internationale et aux opposants. Évariste Ndayishimiye se montre aussi intransigeant. Dans certains de ses discours, il a tenu des propos agressifs envers ceux qui dénonçaient les exactions commises par des Imbonerakure, tout en à faire croire qu'il va suivre la route déjà tracée par Pierre Nkurunziza. Josine Kadz. De confession catholique, Évariste Ndayishimiye, surnommé Neva, est né en 1968 à Kibimba, en commune de Giheta, dans la province de Gitega, au centre du Burundi. Il a étudié à l'école primaire de Kibimba jusqu'en 1984. Il a poursuivi les études secondaires à l'Athénée de Bujumbura, puis au lycée de Muramvya. En 1991, Évariste Ndayishimiye est entré à l'université du Burundi à la faculté de droit. En 1995, Évariste Ndayishimiye est l'un des étudiants Hutus qui échappent au massacre mené par les étudiants Tutsis, puis entre au mouvement Conseil national pour la défense de la démocratie, dans sa branche armée, Force de défense de la démocratie, les FDD. C'est en 2004 qu'il rentre à Bujumbura pour intégrer l'armée burundaise dans les rangs des généraux du Burundi. Depuis lors, Évariste Ndayishimiye a exercé différentes fonctions dans l'administration du pays jusqu'au 20 août 2016, quand il a été élu secrétaire général du parti CNDD-FDD. Vers la fin de 2019, Évariste Ndayishimiye avait accusé l'Église catholique de vouloir révolter la population burundaise. L'Église catholique avait dénoncé les exactions commises par les Imbonerakure. Demain, à l'église, ils vont vous lire un communiqué. Ils vous diront que vous êtes des meurtriers, alors que vous êtes leurs disciples. Imaginez-vous et dites-moi, et c'est vrai que les Imbonerakure maltraitent les opposants, mais demain, ils vous diront que les Imbonerakure séquestrent les opposants. Ils vont vous diviser, ils veulent nous faire mal, comme ils l'ont fait en 2015. Souvenez-vous de celui qui nous a qualifiés d'esclaves. Vous vous en souvenez? Et maintenant, ils ont vu que nous allons entamer le processus électoral et ils veulent nous diviser encore. Lors d'un congrès organisé le 26 janvier 2020 à Gitega, dans le centre du pays, les délégués du CNDD-FDD choisissent Évariste Ndayishimiye pour candidat à l'élection présidentielle du 20 mai 2020, qu'il a remporté, bien que les résultats aient été contestés par le principal candidat de l'opposition, Agathon Rwasa, le président du CNL. Évariste Ndayishimiye a accédé à la tête du pays le 18 juin dernier, bien avant la date prévue, suite à la mort inopinée du président sortant Pierre Nkurunziza. Au cours de sa prestation de serment à Gitega, il a parlé des méfaits des colonisateurs qui n'ont fait que semer la division au sein de la population burundaise. Les Burundais ont été esclaves dans leur propre pays. Ils ont abandonné leurs coutumes et mœurs et ont suivi les valeurs européennes. Ces 15 ans nous ont montré que les colons veulent encore du mal à notre pays. Et cela s'est concrétisé en 2015 où des Burundais ni foi ni loi, à la sorte des étrangers ont voulu détruire leur propre pays. Évariste Ndayishimiye va occuper le poste de chef de l'État pour une période de 7 ans, renouvelable une fois, comme la Constitution de 2018 l'envisage. La population burundaise attend beaucoup de la part d'Évariste Ndayishimiye, comme promis lors de la campagne électorale et à son investiture.
Merci bien, Josine Kazé, l'actuel Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni, et celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Gervais Ndirakobucha, sont cités dans plusieurs assassinats depuis une dizaine d'années. Les parcours entachés de sang d'Alain Guillaume Bunyoni et Gervais Ndirakobucha nous sont présentés par Émile Nibasumba. L'assassinat de Jackson Simbananiye, surnommé Kilaruata, c'est le plus récent perpétré alors que Gervais Ndirakobucha, surnommé Ndakugarika, était à la tête du service national de renseignement juste après son kidnapping par les agents du SNR. Selon les témoins, certains membres de sa famille et amis ont contacté Gervais Ndirakobucha, mais l'alerte n'a pas empêché que le cadavre de Kilaruata soit découvert dans un caniveau le lendemain. C'était le 14 mai dernier. Gervais Ndirakobucha a également été cité comme étant à la tête du plan Safisha qui avait l'objectif d'assassiner le plus grand effectif possible des partisans du FNL d'Agathon Rwasa. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU à Bujumbura a documenté près de 300 morts au cours de ces massacres commis depuis l'année 2010 jusqu'en 2013. Les témoins ont également pointé du doigt le commissaire de police-chef Gervais Ndirakobucha dans les massacres de Gatumba au bar dénommé chez les Amis. Le surnommé Nzarabu a accusé Gervais Ndirakobucha d'avoir participé à la planification de ces massacres du 18 septembre 2011 qui ont emporté plus de 37. Kobucha était à l'époque le directeur général adjoint de la police nationale. Dans l'assassinat de l'ancien vice-président de l'OLUCOM, Ernest Manirumva, le 9 avril 2009, Gervais Ndirakobucha est également cité parmi les commanditaires. Gervais Ndirakobucha est parmi les officiers pour lesquels la police fédérale américaine FBI a recommandé un test ADN, ce qui n'a jamais été mis en exécution. Le FBI collaborait à l'époque avec le gouvernement burundais dans les investigations sur l'assassinat d'Ernest Manirumva. Cet activiste anticorruption avait été assassiné alors qu'il enquêtait sur les armes commandées par le gouvernement du Burundi, mais qui, paraît-il, finissaient dans les mains des rebelles rwandais FDLR en République démocratique du Congo. En échange, certaines autorités burundaises recevaient des minerais dont le trafic était géré par Alain Guillaume Bunyoni, selon certaines sources. C'est Alain Guillaume Bunyoni qui aurait souvent le dernier mot lorsqu'il s'agit de planification des assassinats, selon ces sources qui affirment qu'il agit souvent dans l'ombre. Par exemple, il est suspecté d'être impliqué dans les massacres de Gatumba de 2011, puisque son chef de cabinet, Maurice Mbonima, est cité comme coordinateur de ces assassinats par certaines sources. Le 11 décembre 2015, après l'attaque des camps militaires à Bujumbura, certains habitants de Moussaga indiquent que la garde d'Alain Guillaume Bunyoni a arrêté une dizaine de jeunes, des jeunes qui ont disparu pour de bon. Alain Guillaume Bunyoni est très doué surtout dans des crimes économiques, selon certaines sources. Il est par exemple cité dans des contrats de gré à gré de fabrication des passeports qui ont causé un manque à gagner au pays de plus de 4 millions de dollars américains. Il est également cité dans le scandale de l'achat d'un jet présidentiel en 2014, le jet qui n'est jamais venu à l'époque. En 2016, ils ont amené un jet qui n'a jamais décollé. Le montant détourné à l'époque était de plus de 14 millions de dollars. Le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Gervais Ndirakobucha sont tous les deux sous sanction des États-Unis. Gervais Ndirakobucha, lui, est également sous sanction de l'Union européenne. Merci, Émile Nibasumba. L'une d'autres figures introduites dans le nouveau gouvernement est l'ambassadeur Albert Shingiro au poste de ministre des Relations extérieures. Il est beaucoup plus connu pour sa négation du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda.
C'était lors d'une réunion du Conseil des Nations Unies pour les droits humains à Genève, en Suisse. Insultes, menaces de poursuites, voire pire, tel est le prix à payer qu'a connu la commission onusienne d'enquête sur le Burundi, qui dénonçait depuis 2016 différentes violations des droits humains au Burundi. Plus de détails avec Bertrand Gendakuri. Albert Shingiro est connu comme un ambassadeur de crise. Pierre Nkurunziza l'a nommé au moment où le Burundi commençait à s'isoler après son troisième mandat contesté. Albert Shingiro s'est débattu pour défendre comme un bon fidèle les crimes que commettait le pouvoir du CNDD-FDD. Il a beaucoup été connu, notamment pour sa négation ouverte du génocide des Tutsis au Rwanda. En ce qui nous concerne, c'est un pays qui se dit victime d'un génocide présumé. Et maintenant, ce même pays est responsable présumé de notre génocide commis dans la région en RDC, qui a emporté plus de 6 millions de personnes. Le 24 octobre 2018, alors ambassadeur du Burundi auprès de l'ONU à New York, Albert Shingiro a fait preuve de mépris pour les tentatives de l'ONU de mettre fin à la crise. Non seulement il a justice et les membres de la commission d'enquête de l'ONU sur les crimes graves qui se commettent dans le pays, suggérant ainsi qu'il pourrait être poursuivi pour diffamation et tentative de déstabilisation des institutions burundaises. Il a également insulté le président de la commission, Doudou Diène, en le qualifiant d'esclavagiste. Albert Shingiro s'est également fait connaître sous le pseudonyme de Jeff Lukandingona, un compte Twitter extrémiste qui véhiculait des messages de haine contre les Tutsis appelés Sindumuja. Il a été démasqué au mois de juin 2016 où il annonçait sa participation dans la journée internationale du yoga aux Seychelles. Son compte, à part après, était supprimé. Bertrand Ngendakuriyo. On n'attend pas une amélioration des relations internationales du Burundi. Et ce sont là les propos de l'ancien sénateur Emmanuel Nkengurutse. Et bien selon lui, la nomination de l'ambassadeur Albert Shingiro à la tête de la diplomatie burundaise ne présageait rien de bon car ayant été caractérisée par des accusations mensongères et calomnieuses envers les pays partenaires du Burundi et certains pays voisins. Un autre facteur de désespoir non moins important est que ce gouvernement suit la ligne tracée par Pierre Nkurunziza qui a isolé le Burundi du reste du monde. En réalité, les affaires étrangères et la coopération, c'est le prolongement de la politique intérieure du pays. Alors, cette politique elle est basée sur des discriminations, des catégorisations des personnes. Vous avez des Burundais qui jouissent pleinement de leur citoyenneté et d'autres qui sont des sous-citoyens qui ne bénéficient d'aucun droit. Les Benegihugu, les Banyagihugu, les Mujeri, les Ibipinga. La politique intérieure, c'est aussi la gestion calamiteuse des biens et ressources de l'État. C'est un de même avec les relations internationales du Burundi. Vous allez trouver parmi les pays partenaires des pays qualifiés de colonialistes ou alors des bons voisins ou de mauvais voisins. Monsieur Albert Shingiro, quand il était ambassadeur des Nations Unies à New York, il s'est montré très apte à appliquer cette politique de différenciation, de catégorisation. Je me rappelle des interventions qu'il a faites en s'attaquant au Rwanda, lorsqu'il a osé nier le génocide des Tutsis de 1994, lorsqu'il a accusé ce pays de commettre le génocide en RDC. Alors, comment est-ce que celui-là pourra réellement renouer de bonnes relations avec les pays dits colonialistes ou alors les voisins comme le Rwanda? Est-ce qu'il le pourra avec ces déclarations fracassantes, avec ces attitudes belliqueuses? Je ne pense pas. La diplomatie qu'elle va appliquer, c'est celle-là qui était appliquée sous Nkurunziza. Et d'ailleurs, le président prétendument élu, Évariste Ndayishimiye, a dit qu'il fera exactement ce que son prédécesseur faisait. Donc, on ne s'attend pas à une amélioration des relations internationales du Burundi parce que, d'une part, on va la politique du prédécesseur d'Évariste Ndayishimiye et d'autre part, on met à la tête de la diplomatie le plus mauvais diplomate qui soit depuis l'histoire récente de la République du Burundi. Parce que la diplomatie, c'est tout le contraire de ce que faisait l'ambassadeur Albert Shingiro. C'était l'ancien sénateur Emmanuel Nkengurutse. La lutte contre l'impunité n'est pas à l'agenda de ce nouveau gouvernement, mais les familles des victimes ne doivent pas désespérer. C'est ce qu'indique Maître Lambert Nigarura, l'un des avocats des familles des victimes des crimes commis depuis 2015. Pour lui, les crimes qui continuent à se commettre au Burundi sont des crimes graves qui relèvent du droit international. Et si le gouvernement burundais ne tient pas à coopérer, la Cour pénale
pénal international envisage un plan B. Maître Lambert Nigarou. Je dirais que le nouveau gouvernement est venu plutôt pour lever tout équivoque par rapport au programme de lutte contre l'impunité et par rapport à la place qu'il donne aux victimes des crimes commis depuis l'avènement du CNDD-FDD au pouvoir et particulièrement depuis la crise de 2015. Il suffit donc de regarder les postes ministériels qui ont été octroyés et surtout les ministères clés et on voit automatiquement que le nouveau gouvernement est venu pour remercier, pour protéger, pour rassurer ceux qui sont présumés auteurs des crimes, de différentes violations graves qui ont été commises depuis l'avènement du CNDD-FDD au pouvoir. Et voilà, donc c'est tout à fait visible que la lutte contre l'impunité n'est pas à l'agenda pour ce nouveau gouvernement. Mais que cela nous tienne, les victimes ne doivent pas désespérer. Les crimes qui ont été commis et qui continuent d'ailleurs à se commettre en toute impunité au Burundi, ce sont des crimes graves, des crimes qui relèvent du droit international, des crimes qui ne sont pas prescriptibles, des crimes qui ne sont pas amnistiables. Cela veut dire que ceux qui ont commis ces crimes ne sont pas protégés par l'immunité ou les postes dont ils occupent aujourd'hui. L'idéal serait de coopérer. L'idéal était la volonté du gouvernement de coopérer et de lutter contre l'impunité. Mais si cela n'est pas possible, les mécanismes internationaux, à l'occurrence la Cour pénale internationale, a naturellement un plan B. La suite de ce journal de la synergie des médias, il y a certainement une main extérieure derrière le pouvoir CNDD-FDD. C'est en tout cas la conviction d'une certaine opinion et des exemples ne manquent pas pour lui donner raison. L'exemple le plus frappant est celui du président tanzanien, Jakaya Mrisho Kikwete, c'est l'ancien président tanzanien. Son interventionnisme dans la politique burundaise ne laisse aucun doute et cela ne date pas d'aujourd'hui. Kaz Franck. Le 18 juin, Jakaya Kikwete était aux premières loges lors de la prestation de serment d'Évariste Ndayishimiye. Il a même prononcé un mot de circonstance en lieu et place de la vice-présidente Samia Suluhu, qui pourtant conduisait la délégation tanzanienne. Une semaine plus tard, le 26 juin, l'ancien chef d'État tanzanien est revenu à l'inhumation. 6 jours après, le 1er juillet, lors du 58e anniversaire de l'indépendance, le nouveau président Ndayishimiye lui a décerné un prix pour son soutien indéfectible au régime depuis 2015 lors de la tentative de coup d'État contre Nkurunziza. Une omniprésence à un acte symbolique qui ne manque pas de susciter des interrogations. Mais Jakaya Kikwete est connu depuis plus longtemps comme un acteur prépondérant dans les affaires burundaises. De 1996 à 1999, alors que le Burundi était sous embargo, Kikwete, alors ministre des Affaires étrangères, jouissait du quasi-monopole de la fourniture du carburant au Burundi. Et, durant cette même période, il a participé à mettre la pression sur le gouvernement de transition d'alors pour le pousser à accepter de négocier avec le groupe rebelle CNDD-FDD. Et beaucoup de se posaient alors la question de savoir pourquoi la même pression n'est pas mise sur le pouvoir CNDD-FDD pour négocier avec l'opposition en exil. Kikwete poursuit jusqu'aujourd'hui le commerce du carburant dans le pays à travers Interpetrol, l'une des principales compagnies pétrolières au Burundi, se rendant ainsi incontournable dans l'économie burundaise. Par ailleurs, des sources concordantes soulignent le rôle croissant et primordial du même Kikwete et certaines autorités tanzaniennes au Burundi, spécialement dans les sphères de prise de décision du CNDD-FDD. Ce qui explique les nombreuses délégations du parti au pouvoir à Dar es Salaam pour demander conseil à chaque fois que le CNDD-FDD est dans la tourmente. Ceci expliquerait également le harcèlement incessant sur les réfugiés burundais vivant en Tanzanie pour les forcer à rentrer. Une opération qui ne vise qu'à donner une image de stabilité au pouvoir CNDD-FDD. Merci Franck Kaz. Le nouveau gouvernement n'augure rien de bon pour le Burundi. Pour Charles Nditije, président de l'UPRONA non reconnu par Gitega, la nouvelle équipe gouvernementale constitue un message fort du président Ndayishimiye car elle annonce une dictature. Charles Nditije. Si nous en venons à la composition du gouvernement, tout le monde a constaté que c'est un gouvernement qui se militarise, qui est composé au plus haut niveau de généraux. Et c'est également un gouvernement monolithique. Ici,
de mes formations politiques, le CNDD-FDD, les autres formations politiques étant complètement exclues, ce qui est déjà un mauvais signal. Quand on met à la tête d'un gouvernement ce genre de personnage au premier plan, c'est un très bon signal qui montre que le pouvoir entend poursuivre et amplifier ces violations des droits de l'homme, faire taire et toute voix dissonante, et l'intolérance va se poursuivre, et comme ça se passait sous M. Nkurunziza. J'en viens maintenant à notre ministre, c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères, Albert Shingiro, qui a brillé lorsqu'il était ambassadeur permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a brillé par son négationnisme du génocide rwandais de 1994. Il a dit que c'est un pseudo-génocide, c'est un génocide imaginaire, ainsi que des menaces répétées qu'il proférait régulièrement contre les enquêteurs des Nations Unies sur les crimes commis au Burundi. Donc avec un tel personnage, on se doute bien que avec les voisins et les relations avec la communauté internationale ne vont pas s'améliorer du tout. Charles Nditije, c'est le président du parti Pronano, reconnu par le pouvoir de Gitega. Et le parti CDP se réjouit du nouveau gouvernement. Il trouve qu'il s'agit là d'un gouvernement légal et constitutionnel. Abraham Balingaya, porte-parole de ce parti, demande à ceux qui critiquent ce gouvernement de lui laisser plus de temps pour le juger sur les actes. Par le passé, il y a eu des gouvernements ou encore des organisations qui ont été instituées ou mises en place, mais malheureusement, que les uns et les autres avaient apprécié, accomplir par conséquent les missions qui leur avaient été assignées. Comme il peut y avoir aussi un gouvernement que les uns et les autres t'arrogent le droit de décrier, ne pas faire, de même un gouvernement qui prend, je vais dire, les uns et les autres, en faisant notamment du bien ou en accomplissant plutôt convenablement ses missions et attributions. Je voudrais vous informer que le parti CDP ne fait pas partie de ce gouvernement. Quand cela ne tienne, cela n'est pas un problème. Le président de la République qui a été élu a le droit, conformément à la Constitution de la République du Burundi, de former son gouvernement à sa guise et comme il l'entend. Donc, le CDP ne se plaint pas d'avoir été exclu de ce gouvernement parce que c'est le choix du président élu et il en a les facultés, il en a le droit et personne ne peut lui contester parce que c'est garanti par la Constitution de la République du Burundi. S'il y a l'un ou l'autre qui se plaindrait qu'il aurait été exclu de ce gouvernement ou bien qu'il aurait des droits garantis par la Constitution de la République du Burundi et que ces droits n'ont pas été respectés dans le cadre de la formation de ce nouveau gouvernement, j'estime que cela n'a pas de sens. C'est pourquoi parce que la Constitution donne le plein pouvoir au président élu de former son gouvernement comme il l'entend, à sa guise, étant consulté qui que ce soit le cas échéant. Cela revient à son appréciation personnelle et souveraine que nous devons respecter. Cela dit, le CDP ne se plaint pas ou se mesure de ce que les uns et les autres soient exclus à la formation de ce gouvernement parce que ce gouvernement est légal, il est constitutionnel, rien n'a été violé. Abraham Balingayabo, il est porte-parole du parti CDP. Les nouvelles institutions devraient renouer la coopération internationale et de la sous-région pour relancer l'économie du pays. C'est l'avis d'Otatien Sibomana, un des politiciens burundais. Selon lui, le gouvernement doit assurer la paix et la sécurité pour tous afin de permettre aux réfugiés de retourner dans leur pays. Suivez-le. C'est la réconciliation et la concorde nationale qui devraient être mises en avant parce que avec la crise de 2015, il y a eu beaucoup de problèmes qui ont touché l'unité et la concorde de Burundi parce que il y a eu beaucoup de personnes qui ont été obligées de fuir le pays, aussi bien de simples citoyens que des hommes politiques, des femmes et hommes de la société civile, des médias et bien d'autres. Donc tout ce monde-là avec
avaient besoin de rentrer dans leur patrie afin d'œuvrer au développement socio-économique de notre pays. Et autre chose, c'est que vous n'ignorez pas que la crise de 2015 a sérieusement secoué le climat politique et social de notre pays. J'entends par là les partis qui ont été émiettés, l'allure démocratique qui vient d'être mise à rude épreuve avec même le roll-back électoral de 2020. Donc vous comprenez que dans ce sens de la concorde et de la réconciliation nationale, les Burundais avons beaucoup d'attentes à ce gouvernement. Il en va de ça justement de l'assainissement du climat politique et des droits de l'homme, parce que ces secteurs ont été sérieusement secoués par la crise qui dure depuis 2015. Et la troisième grande attente, c'est la relance économique. Vous savez très bien que la crise de 2015 a sérieusement, et surtout que compte tenu des obligations auxquelles le Burundi n'a pas honoré ses engagements, il y a eu gel de la coopération par rapport à ce que le Burundi tirait de l'aide bilatérale et multilatérale, l'aide directe au développement et l'aide budgétaire même. Donc, nous espérons de ce gouvernement une relance économique. L'Alliance des Burundais du Canada a également eu un mot à dire et dit ne rien attendre du nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place et se base sur les élections du mois de mai qui, selon elle, étaient émaillées de beaucoup d'irrégularités. Pour Apollonie Nivizi, les organes issus de ce scrutin ne peuvent ni rassurer ni inspirer confiance à la population. D'autant plus que certains membres de ce gouvernement sont accusés de crimes contre l'humanité. Apollonie Nibizi est la vice-présidente du comité exécutif de l'Alliance des Burundais vivant au Canada. Rappelons d'abord que le contexte de l'organisation des élections était émaillé tellement d'irrégularités que cela ne rassure en rien les organes qui en sont issus. L'ABC a suivi avec intérêt la mise en place du nouveau gouvernement et trouve que ce gouvernement marque un retour en arrière. Le régime est militarisé dans un système qui se dit aujourd'hui démocratique, à commencer par le plus haut sommet de l'État, à travers la nomination du Premier ministre, puis celle du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ce sont des symboles. Ce sont des personnalités qui sont accusées de crimes contre l'humanité et qui par ailleurs sont sous sanction de l'Union européenne et des États-Unis. C'est une situation peu rassurante pour la défense des droits humains et le droit à la justice. Le Burundi est isolé sur le plan régional et international. Pour l'ABC, la nomination à la tête des relations extérieures de la coopération d'une personnalité qui a publiquement nié le génocide du pays voisin, le Rwanda, en 1994, n'augure rien de bon quant au rétablissement des bonnes relations avec les pays de la région et le monde. Et quant au rapatriement des réfugiés, Apollonie Nibizi fait savoir que le discours du nouveau président de la République, Évariste Ndayishimiye, est peu rassurant. À cela s'ajoute l'impunité persistante et des crimes qui ne cessent d'endeuiller le Burundi. Encore une fois, Apollonie Nibizi. S'agissant du retour des réfugiés, le discours du nouveau président de la République est aussi peu rassurant. Quant au rapatriement volontaire des réfugiés, au vu du langage utilisé pour les inciter à retourner dans leur pays natal. En Kirundi, ngo nibikurichei batahe, ngo ibipa mutima. De plus, même après les élections, les Imbonerakure continuent à traquer toute personne qui publiquement n'adhère pas au parti au pouvoir ou aux idéaux de ce parti. La paix, la sécurité et la justice sont primordiales pour un pays qui aspire au développement intégral. Les crimes du passé ne peuvent en aucun cas justifier les crimes d'aujourd'hui. C'est pourquoi l'ABC est préoccupée par l'impunité persistante des crimes du passé comme ceux d'aujourd'hui, que ce soit en 72, en 93, en 2015 ou en 2020. Pour toutes ces raisons, l'ABC ne s'attend pas au miracle quant au respect et à la promotion des droits humains, au développement économique du pays. L'ABC ne voit pas les autorités actuelles promouvoir un plan réel et réaliste de développement national.
Déception au sein de la majorité de Burundais après la mise en place de nouvelles institutions. Certains s'attendaient à l'amélioration de la situation politico-sécuritaire, mais la nomination à deux postes clés des personnalités accusées d'être impliquées dans différents crimes a douché leur espoir. Néanmoins, il y en a pour qui il y a lieu d'espérer un avenir meilleur pour tous les Burundais grâce au nouveau gouvernement qu'il qualifie d'inclusif. Suivez ces quelques Burundais qui se sont entretenus avec la rédaction de la synergie des médias RPA Inzamba et Télé Renaissance. Le République a prononcé un discours plein d'espoir, un discours où il promet que la population sera dans un pays de lune et de miel, mais malheureusement, la mise en place des autorités, ça a été à l'encontre de ce qu'il a prononcé, ce qui donne moins d'espoir. Le Premier ministre, le ministre les services de renseignement sont réputés des gens qui n'ont jamais respecté les droits de l'homme. En ce moment, c'est danger pour la population. Même si mon espoir est loin d'atteindre la moitié, j'aimerais que le nouveau pouvoir se mette en action pour réaliser ce qu'il a promis au peuple burundais, comme rapatrier les réfugiés et assurer leur sécurité, la suppression des mandats d'arrêt aux opposants, un dialogue inclusif pour trouver des solutions aux problèmes juridiques, unir les partis touchés par la nyakulisation, établir un État d'union nationale qui n'est pas d'un seul parti. Il a dit qu'il va lutter contre la corruption et le Covid-19. Mais concernant la corruption, voyant les gens qui se trouvent à la hauteur de son pouvoir, et notamment le Premier ministre, il a été pointé du doigt par l'OLICOM qui se trouve dans le groupe des mafias. Là, nous sommes vraiment pessimistes. Le nouveau pouvoir sera le pouvoir fondé sur le développement national, la coopération internationale basée sur les bonnes relations étrangères et le développement en équipement. Donc j'attends du nouveau pouvoir le retour des réfugiés volontaires qui ne spéculent que sur les profits et de ce qui les héberge. Donc, le nouveau pouvoir sera le pouvoir inclusif. Quand vous avez un président faible comme Évariste Ndayishimiye, un président qui se veut héritier de Feu Nkurunziza, et quand vous savez ce que Nkurunziza a fait à ce pays pendant les 15 dernières années, que voulez-vous attendre de bon de ce monsieur? Rien du tout. Et puis, il y a un premier ministre qui est voleur, qui est meurtrier, et puis un ministre de l'Intérieur et de la sécurité du peuple burundais, la personne de M. Ndafugarika. Ndafugarika, comme son nom l'indique, beaucoup de sang sur ses mains. Franchement, que voulez-vous que j'attende de ce trio à la tête du pays? Rien du tout, ça présage rien de bon, ce ne sera que galère, misère. Si on essayait de voir ceux qui sont à la tête de ce régime, ce sont des personnes qui ont fait beaucoup d'actes ignobles, c'est eux-mêmes qui ont participé dans pas mal de malversations du pays. D'où alors, ce régime va continuer dans le même sens, tout en favorisant les jeunes Imbonerakure à faire du mal à la population. La nomination de certaines personnalités dans le gouvernement du Burundi préoccupe certaines organisations internationales qui militent pour les droits de la personne humaine. Pour l'initiative des droits humains au Burundi, Karina Tarsakian, chercheuse au sein de cette organisation, c'est une façon de protéger ceux qui sont accusés de graves violations des droits de la personne humaine. Je pense qu'il faut regarder au-delà des discours du président et même au-delà de sa personne et voir qui est dans son entourage, qui va détenir le vrai pouvoir dans ce gouvernement. Et là, ça devient inquiétant quand on voit certaines personnes qui ont été nommées à des postes clés. Je peux citer deux exemples. D'abord, le Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni. Il a été ministre de la Sécurité publique, donc responsable de la police, pendant plusieurs années, une période où des policiers ont tué et torturé beaucoup de personnes, surtout après le déclenchement de la crise en 2015. Je peux citer également Gervais Ndirakobucha, alias Ndafugarika, le nouveau ministre de la Sécurité publique et de l'Intérieur, qui lui a un long passé très sombre en matière des droits humains, qui a participé à de graves crimes dans les différents postes qu'il a détenus au sein de la police, du service de renseignement et de la présidence.
Il ne faut pas oublier non plus qu'Évariste Ndayishimiye, avant d'être élu président, était secrétaire général du parti au pouvoir depuis 2016. Et là aussi, pendant une période où les jeunes du parti au pouvoir, les Imbonerakure, ont commis de graves exactions envers leurs opposants politiques. C'est le contexte d'ailleurs dans lequel se sont déroulées ces élections. Un contexte de répression politique sévère. Plusieurs opposants, notamment du parti CNL, ont été tués, des centaines d'années. Donc, malgré tout cela, nous espérons, nous attendons d'ailleurs que le nouveau président réalise ses promesses. Il faudra aller au-delà des discours, au-delà des promesses vaines de ces dernières années. Je pense que la population burundaise aussi attend des résultats concrets. Donc il pourrait commencer avec des actions très précises, comme par exemple la libération des journalistes d'Iwachu qui sont en prison, la libération des défenseurs des droits humains qui sont en prison, et mettre en place également des réformes importantes au niveau de la justice pour mettre fin à l'impunité qui protège les auteurs de ces crimes. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal de la synergie des médias, la radio RPA, la radio Inzamba, Gatekakao et la télévision Renaissance. Un journal dans lequel nous avons brossé le tableau de différents aspects qui reflètent le nouveau gouvernement Évariste Ndayishimiye, Alain Guillaume Bunyoni. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. À la coprésentation, vous étiez avec Jean-Vianney Nahazo et Jean-Georges Kibogora. À la cabine technique, MST Veniungeko, Fabrice Ndimulukundo et Jospin Douimana. Toute l'équipe, nous vous disons au revoir et à la prochaine.